Jules Verne a laissé une œuvre considérable, Les Voyages extraordinaires. 80 titres, 64 volumes. Et le paradoxe, c'est que c'est une œuvre qui est destinée à la jeunesse, mais qui contient des messages que seuls les adultes pouvaient comprendre. Alors ces messages, quels sont-ils? Bon, je vais vous l'expliquer dans un instant. Déjà, il faut savoir que le titre que nous avons choisi, les matériaux cryptographiques, c'est fait par rapport à l'œuvre d'un érudit du XIXe siècle qui se nommait Claude Sosthène-Grasset d'Orsay, qui a laissé des quantités d'articles donc à la charnière des XIXe et XXe siècles. Et ces articles ont été rassemblés une première fois dans les années 80 sous le titre « Matériaux cryptographiques ». Alors pourquoi j'évoque Grasset d'Orsay? J'évoque Grasset d'Orsay parce qu'il est né la même année que Jules Verne, 1828, et tous les deux ont fait des études de droit à Paris. Donc on peut imaginer très facilement qu'ils étaient ensemble sur les bancs de la Sorbonne, et que par conséquent, l'un a été l'initiateur de l'autre. On ne sait pas très bien lequel, mais enfin, on a une petite idée. On pense que c'est quand même Grasset d'Orsay qui a initié Jules Verne à ce monde de l'ésotérisme qu'il ne connaissait pas forcément. Et donc Jules Verne a laissé des quantités de messages, beaucoup de renvois, par exemple, à des fraternités initiatiques ou à des sociétés secrètes. Il y a par exemple beaucoup d'allusions dans son œuvre à la franc-maçonnerie. Je prendrai l'exemple du roman « Voyage au centre de la Terre », c'est un des premiers titres. Et dans ce roman, à un moment, les voyageurs qui sont déjà sous terre arrivent devant deux arbres fossilisés, ils sont dans une houillère fossile, deux arbres fossilisés, et donc quand on voit sur la gravure, ces deux arbres ressemblent à deux colonnes, exactement les deux colonnes de la franc-maçonnerie. Il n'y manque plus que les lettres J et B qui décorent ordinairement les deux colonnes dans le temple maçonnique. Pourtant, ces lettres, elles vont apparaître par un procédé très subtil chez Jules Verne, c'est que le guide local qu'ils ont embauché pour les emmener sous terre répond au nom de Bjelke. Ça se passe en Islande. Alors ce Bjelke, si on prend le nom à l'envers, ça nous donne Ekl HB, autrement dit, est la clé du J et du B. Le J et le B donc, sont donc présents par le nom du guide. Ensuite, il y a beaucoup d'allusions à l'ordre des forestiers fendeurs charbonniers, comme par exemple dans le roman Les Indes Noires, qui se passe dans une houillère totalement imaginaire, qui est Aberfoyle, en Écosse. Sauf que dans Aberfoyle, il y a au centre les lettres RFO, qui signifie Ronce Fougère Ortie, qui est un des mots secrets de l'ordre des forestiers fendeurs charbonniers. On a aussi beaucoup d'allusions dans l'œuvre de Jules Verne à la société angélique du XIXe siècle. Et le roman qui est le plus angélique de Jules Verne, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Puisque le héros de ce roman, c'est Phileas Fogg. Alors Phileas, ça veut dire qui aime en grec, et Fogg, en anglais, c'est le brouillard. Phileas Fogg, c'est donc l'ami du brouillard, le brouillard étant l'autre nom de la société angélique. Et d'ailleurs, l'aventure commence, si on lit bien entre les lignes, un 2 octobre. Et le 2 octobre, si on a la curiosité de regarder dans un calendrier, on s'aperçoit que c'est le jour de la fête des saints anges gardiens. Et il y a comme ça dans le livre des tas de renvois à une société angélique. Grasset d'Orsay nous parle à plusieurs reprises du maître parpoli. Dans les sociétés initiatiques, c'était le grade supérieur, le maître à la fois parfait et poli, parpoli. Et ce maître parpoli se symbolise par les lettres P, R, P, L du mot parpoli. On prend uniquement les consonnes. Et donc, en réintroduisant d'autres voyelles, on obtient par exemple le mot paire de piles, autrement dit deux piles, deux colonnes. On peut obtenir aussi le mot parapluie. Alors, on s'aperçoit que dans les gravures de Jules Verne, il y a des quantités de parapluies. Et à chaque fois qu'un personnage est représenté avec un parapluie, eh bien, on est sûr que ça représente le maître dans l'histoire. Et ça se vérifie à chaque fois. Dans l'œuvre de Jules Verne, il y a aussi de nombreux renvois à l'affaire de Rennes-le-Château. Il y a consacré plusieurs romans. Dans sa jeunesse, lorsqu'il était jeune marié, Jules Verne a habité à Paris, rue de Sèvres, juste à côté de la maison mère des Lazaristes. Et là, il a fait la connaissance d'un jeune missionnaire, nommé Léopold Vanier, qui, quelques années plus tard, allait être nommé à Notre-Dame de Marseille, à Limoux,
près de Rennes-le-Château, donc en prise directe avec l'affaire de Rennes-le-Château. Et Léopold Vannier étant resté l'ami de Jules Verne durant toute sa vie, il lui a adressé une longue correspondance. À chaque fois, il le tenait au courant de cette histoire-là. Et donc Jules Verne a glissé de nombreux renvois à l'histoire de Rennes-le-Château. Il a commencé par faire un hommage à son ami Léopold Vannier, qu'il fait apparaître dans son roman 5 semaines en ballon, qui est son premier roman. À un moment, les aérostiers sauvent un missionnaire qui a été plus ou moins tyrannisé par des sauvages. Ils le sauvent in extremis. Et donc on s'aperçoit que ce missionnaire, c'est un lazariste, et on ne connaît pas son nom. On nous dit juste qu'il est originaire d'Arradon, dans le Morbihan. Alors, si on prend la peine de regarder sur les cartes, on s'aperçoit que Arradon est dans la banlieue de Vannes. Alors, par le jeu des mots, qui dit Vannes, dit Vannier. C'est donc une allusion très claire à Léopold Vannier, son ami lazariste. Ensuite, on a, par exemple, à Rennes-les-Bains, la fameuse tombe de Paul Urbain de Fleury, avec l'inscription « Il est passé en faisant le bien ». Or, cette formule « il est passé en faisant le bien », on la retrouve à plusieurs reprises dans l'œuvre de Jules Verne, à au moins 4 ou 5 reprises. Ensuite, on a un roman qui est La Jangada, qui est publié en 1886, l'année où paraît La vraie langue celtique. Dans ce roman, il y a un cryptogramme qu'on voit tout de suite apparaître dès le début, et on aura la traduction tout à fait à la fin. Et en fait, l'auteur explique à peu près à mi-parcours que l'auteur de ce cryptogramme a utilisé un procédé cryptographique qu'il ne nomme pas, mais qui est ce qu'on appelle le chiffre de Gronsfeld. Et bon, le chiffre de Gronsfeld, c'est un petit peu compliqué, ça consiste à remplacer des lettres par des chiffres, et après, avec une clé, on obtient le texte en clair. Eh bien, c'est exactement le même procédé qui sera utilisé pour le grand parchemin de Rennes-le-Château, sauf que ce n'est pas le chiffre de Gronsfeld, c'est le carré des visionnaires. Bon, enfin, le résultat est exactement le même, le principe étant de remplacer des lettres par des chiffres. Et ça, c'est paru donc au même moment qu'est publiée la vraie langue celtique de l'abbé Henri Boudet. Ensuite, nous avons le roman Robur le Conquérant. Robur le Conquérant, si on prend les initiales, Robur le Conquérant, ça fait RLC, Rennes-le-Château. C'est une histoire d'appareil volant qui va survoler le monde entier, sauf que lorsqu'il survole la France, il le fait en suivant le méridien de Paris. Il démarre au-dessus d'Amiens, il passe exactement au-dessus de Paris, il continue pile en direction du sud. Et on pourrait avoir l'impression qu'il va continuer en direction de Carcassonne, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Eh bien non, au dernier moment, il va obliquer à gauche et il va quitter la France en passant au-dessus du cap d'Antibes. Et dans ce roman, il y a aussi plein d'allusions à la région de Rennes-le-Château. Il y a de nombreuses passerelles, d'ailleurs, entre la vraie langue celtique, le livre d'Henri Boudet, et l'œuvre de Jules Verne. L'histoire de la Jangada, c'est l'histoire d'un flottage de trains de bois sur l'Amazone. Dans la vraie langue celtique, on a également l'histoire du flottage de trains de bois, mais sur le fleuve Aude. Et d'ailleurs, on a l'impression que l'abbé Henri Boudet répond en quelque sorte à Jules Verne, puisque pour Henri Boudet, le nom de l'Aude vient du latin flumen aldae, et il rapproche aldae du celtique alder, qui veut dire aune. Or, aune, c'est tout simplement l'autre nom du verne. C'est-à-dire que c'est un arbre, hein, l'aune comme le verne, ce sont des arbres. Et Jules Verne va répondre de manière inattendue, 2 ans plus tard, dans un livre qui s'appelle justement 2 ans de vacances. Et il publie la carte d'une île un petit peu imaginaire, qui est l'île Sherman. Et dans cette île, il utilise exactement le même mot que Boudet. Il utilise le mot moor, M2OR, pour désigner un marais, un marécage. Et l'abbé Henri Boudet utilisait déjà le mot moor dans la carte qui est jointe à son livre. Alors, un autre livre de Jules Verne qui semble parler de Rennes-le-Château, c'est César Cascabel. Déjà le titre, César Cascabel, on dirait qu'il l'a pris dans un livre de l'abbé Lasserre, qui est paru quelques années plus tôt, sur la région d'Alette, puisque l'abbé Lasserre nous explique que la route de César, qui est une voie romaine,
franchissait l'Aude au rocher de Cascabel. La route de César, les rochers de Cascabel, on a le titre César Cascabel. Alors dans César Cascabel, les héros parcourent un itinéraire qui les emmène de Sacramento aux États-Unis à Mouji, en Sibérie, en Russie, en passant par le détroit de Bering qu'ils franchissent en hiver. Or, cet itinéraire, si on le transpose à une toute autre échelle, eh bien, on obtient un itinéraire qui va de Rennes-le-Château à Limoux. Sacramento, Rennes-le-Château, on a la même consonance. Limoux, Mouji, même consonance aussi inversée. Et il y a plein d'allusions comme ça tout au long de cet itinéraire entre Sacramento et Mouji. Il y a plein d'allusions à travers les noms des lieux. On retrouve des noms des lieux, des environs de Rennes-le-Château et Limoux. On a une gravure qui montre une région des Carpates, qui est la vallée de la Sille, qui existe vraiment, mais qui ne ressemble pas du tout à ce que l'auteur imagine dans sa gravure. Par contre, quand on compare l'image, le paysage de cette gravure avec le paysage, non pas de la Sille, mais de la Salse à Rennes-les-Bains, eh bien c'était différent, on a exactement le même paysage. Ensuite, dans ce même roman, Le Château des Carpates, à un moment, lorsque les personnages s'approchent justement du Château des Carpates, ils passent devant un rocher, plus ou moins cubique, qui est mis en équilibre, posé en équilibre sur d'autres rochers, et ça reproduit presque à l'identique la pierre du dé qu'on voit apparaître dans le livre de l'abbé Boudet. Alors, un autre roman de Jules Verne qui évoque le château, c'est Clovis d'Ardenteur, paru en 1896. Déjà, l'un des personnages se nomme le capitaine Bugarache. Bugarache, comme le village de Bugarache, comme le pêche de Bugarache, qui sont proches de Rennes-le-Château. Et le capitaine Bugarache commande le paquebot l'Argelès. L'Argelès semble faire référence à l'une des villes nommée Argelès. On ne sait pas très bien laquelle, puisqu'il y a 3 villes qui s'appellent Argelès, mais dans le roman, il y a un petit détail, puisqu'à un moment, il parle d'un endroit en Algérie qui s'appelle Valmy. Or, Valmy, c'est le nom d'un château qui est très proche d'Argelès-sur-Mer. Donc, il n'y a pas de problème, c'est bien à Argelès-sur-Mer que Jules Verne fait allusion. Alors, si on prend une carte et qu'on pointe sur une carte Argelès-sur-Mer et le pêche de Bugarache, si on trace une ligne droite de l'un à l'autre, et si on prolonge cette ligne droite, on aboutit à Rennes-le-Château. Ça, bien entendu, l'auteur ne l'explique pas. Il faut que le lecteur prenne la peine d'ouvrir une carte et de faire la recherche. Et il y a, dans ce roman Clovis d'Ardenteur, il y a plein d'allusions à des lieux dont le nom peut évoquer des lieux proches de Rennes-le-Château. Par exemple, il se garde bien d'évoquer les bains de la Reine à Oran. Les bains de la Reine, ça fait penser à Rennes-les-Bains. Il parle du fleuve Macta qui se jette, dit-il, dans une baie entre Arzeux et Mostaganem, mais il oublie de dire comment se nomme cette baie. Cette baie se nomme Port aux Poules, ce qui fait penser bien sûr à la famille d'Haute Poule. Dans ce roman, les personnages s'embarquent pour un voyage circulaire en Algérie. Si on prend la peine d'en prendre une carte d'Algérie et de regarder ce voyage, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout circulaire. En revanche, les noms des lieux par lesquels ils passent vont évoquer de manière extraordinaire les noms des lieux de Rennes-le-Château. Ils passent par exemple par Mascarou, par Mascara, ce qui évoque Mascarou, etc. On peut mettre en comparaison tous les noms des lieux d'Algérie et de la région de Rennes-le-Château, et on obtient des comparaisons qui sont absolument édifiantes. Et surtout, le véritable itinéraire qu'ils vont parcourir autour de Rennes-le-Château, lui, il est vraiment circulaire. Alors que l'itinéraire qu'ils font en Algérie, d'après le roman, cet itinéraire est loin d'être circulaire. Ça, c'est le principe qui est très cher à Jules Verne, c'est qu'il parle d'un lieu en le transposant dans un autre lieu. C'est que le lecteur fait la recherche de comparer les choses d'un côté et de l'autre. Jules Verne publiera une suite à Robert le Conquérant qui s'appelle Maître du Monde, qui paraît en 1904. Et dans ce roman Maître du Monde, il évoque une montagne qu'il nomme le Great Eyrie, aux États-Unis. Il n'y a aucune montagne de ce nom aux États-Unis. Vous pouvez chercher pendant longtemps, vous n'en trouverez pas.
Mais les gravures qu'il donne de cette montagne ressemblent très curieusement aux pêches de Bulgarache. Si on fait la comparaison des deux, c'est absolument édifiant. Donc on peut se demander de quelle montagne parle-t-il réellement. Est-ce qu'il parle d'une montagne aux États-Unis ou est-ce qu'il parle plutôt du pêche de Bulgarache? Alors on va terminer en parlant un petit peu de cette société angélique du XIXe siècle à laquelle Jules Verne appartenait. Et il y a une phrase, une formule que tout initié angélique se doit d'insérer d'une quelconque manière à la fin de son œuvre. Eh bien, Jules Verne ne va pas y faillir. C'est la formule « et in Arcadia ego ». Et bien, dans l'un des derniers romans de Jules Verne, il va, bien entendu, de manière très subtile, intégrer cette formule « et in Arcadia ego ».